Cette formation sur les accords de libre-échange à l'ère des nouveaux enjeux géopolitiques. Donc ce soir, nous aurons deux spécialistes avec nous pour aborder toutes ces questions. On aura donc Nicolas Roux, bonsoir, Bonsoir. et Laura Verreeke, bonsoir. Bonsoir. Alors, Laura, tu es chercheuse indépendante en politique commerciale européenne et Nicolas, coordinateur du site bilatéral.org, enseignant en commerce international à l'Université Jean Moulin de Lyon et membre du CA d'Attaque. Alors, pourquoi ce webinaire maintenant? Eh bien, parce que l'élection de Donald Trump a incité l'Union européenne à adopter une approche beaucoup plus agressive en matière de commerce international. D'ailleurs, en décembre 2024, la Commission européenne a conclu les négociations avec le Mercosur, suivies de celles avec le Mexique en janvier 2025. En parallèle, les discussions se sont intensifiées avec les pays asiatiques comme l'Inde, l'Indonésie, la Malaisie, les Philippines et la Thaïlande. Dans ce contexte mondial en mutation rapide, les transitions énergétiques poussent également l'Union européenne dans une course effrénée aux matières premières. Les accords de libre-échange sont devenus un levier stratégique pour sécuriser l'approvisionnement en minerais essentiels tels que le lithium, vital pour la production des technologies vertes. Ces accords sont donc au cœur de la politique économique européenne dans les années à venir. Mais derrière ces négociations se cachent des enjeux majeurs: crise climatique, justice climatique et sociale et révolution numérique. Si certains principes du libre-échange persistent depuis l'avènement et de la mondialisation néolibérale dans les années 90, les accords servent aussi d'outils à l'Union européenne pour maintenir une influence dans un monde géopolitique de plus en plus tendu. Alors ce soir, il s'agit d'un premier volet de formation, qui va nous plonger dans les racines coloniales et idéologiques de ces accords et décortiquera les questions clés de 2025. Alors, ce webinaire est destiné à la fois donc, à celles et ceux qui partent de rien en termes de connaissances et aussi pour les autres qui veulent actualiser leurs connaissances sur les enjeux en 2025. Donc pour intervenir, parce qu'il va y avoir, nos spécialistes vont pouvoir répondre à un certain nombre de questions. Éventuellement, si vous voulez poser des questions, n'hésitez pas dans le chat, hein. Vous avez un petit icône en bas de l'écran qui s'appelle chat, et donc vous pouvez, en ouvrant cette icône sur la droite, hein, vous cliquez une petite étoile. Cela signifie que vous voulez intervenir dans le débat. Mais on va procéder de la manière suivante, hein. Ils vont faire un petit exposé et puis répondre à un certain nombre de questions. Et après, hein, vous pourrez donc poser vos propres questions et réflexions éventuelles sur le sujet. Donc, je vais commencer par la première question pour un peu cerner les choses. D'abord, qu'est-ce qu'on entend? Qu'est-ce que c'est qu'un accord de libre-échange? Et je laisse la parole à Laura. C'est à toi. Bonsoir, bonsoir à tous et toutes. Euh, un accord de libre-échange, c'est un accord qui va permettre aux deux marchés qui s'accordent de s'octroyer ce qu'on appelle des marchés. Alors, comment on fait ça? On va soit diminuer les taxes à l'importation, à l'exportation, ce qui va rendre les échanges commerciaux moins chers, donc plus nombreux. On va aussi accéder au marché public, donc on va permettre aux entreprises d'une des parties d'accéder au marché public de l'autre. Et puis on va avoir un certain nombre de règles qu'on va essayer d'harmoniser et de discussions qu'on va essayer de continuer à avoir après la signature de l'accord de libre-échange pour faire en sorte qu'il n'y ait pas beaucoup de règles qui nuisent justement à ces échanges commerciaux. Alors peut-être pour vous donner un petit parallèle avec un accord dont on entend souvent parler, c'est le Mercosur. Donc, quand l'Union européenne signe un accord de libre-échange avec les pays du Mercosur, on offre au Mercosur, par exemple, la possibilité d'importer de la viande moins taxée.
Et nous, les entreprises européennes, on va pouvoir aussi exporter des pesticides moins taxés sur le marché brésilien, argentin, uruguayen ou paraguayen. Et puis, on va aussi offrir aux entreprises européennes la possibilité d'aller construire des ponts en Argentine, de s'occuper des réseaux d'égouts à Buenos Aires ou des cantines dans les hôpitaux au Paraguay ou au Uruguay. Donc, c'est ça qu'on dit par l'ouverture des marchés publics, c'est qu'on laisse à notre partenaire commercial, à ces entreprises, de pouvoir accéder au marché public. Mais ces accords hein, ne datent pas d'aujourd'hui, hein. C'est une vieille histoire, on peut dire, Nicolas, hein, et que les prémices du commerce international, ça date. Euh, Quels sont les États moteurs hein, dans cette histoire et quelles sont les répercussions sur le commerce international actuel? Est-ce que tu peux nous préciser ces éléments? Oui, bien sûr. Déjà, bonjour à toutes et à toutes et merci d'être présent parmi nous. Alors oui, comme tu dis, c'est une histoire qui date pas d'hier. Et en fait, si on veut vraiment aller très très loin, on se rend compte que le commerce international, c'est quelque chose qui est utilisé comme outil de domination depuis 4000 ans en fait, hein. Et on retrouve des traces dans l'empire d'Akkad, par exemple, hein, qui était en Mésopotamie il y a 4000 ans, déjà en fait des traces dont, oui, de la manière dont l'Empire, qui était un des premiers empires très centralisés, a utilisé le commerce à des fins géopolitiques de domination régionale. Mais c'est vrai que pour ce qui nous concerne, la date clé, c'est un peu 1492, parce que c'est l'arrivée de Christophe Colomb aux Amériques. Et c'est aussi tout un chamboulement au niveau de l'économie, en fait, hein, avec une domination accrue d'États d'Europe de l'Ouest, hein. Donc, au début, c'est principalement l'Espagne, le Portugal et après, bien sûr, l'Angleterre, la France et les Pays-Bas. Et aussi comment dire, un rôle de plus en plus prépondérant des compagnies coloniales, comme la compagnie anglaise des Indes orientales, la compagnie néerlandaise des Indes orientales, pour citer les plus connus, qui, donc, non seulement, maintenant, on dirait sans doute des multinationales d'ailleurs, hein, mais non seulement elles vont avoir un rôle prépondérant dans le colonialisme lui-même, c'est-à-dire l'invasion de territoires, parce qu'elles auront à disposition des armées, etc., mais aussi dans l'élaboration de règles, dans le droit du commerce, le droit de l'investissement. Et petit à petit, en fait, il y a une sorte d'alliance qui va s'opérer entre les États colons, hein, et les entreprises coloniales pour justement élargir cette domination européenne sur le monde à travers le commerce et l'investissement. Et certaines des règles qui vont être érigées à cette époque-là, pour le bénéfice bien sûr des entreprises coloniales, on va les retrouver dans les accords de libre-échange aujourd'hui. Donc on va peut-être un peu élaborer plus tard, mais un exemple assez connu, c'est les fameux tribunaux arbitraux dont on a beaucoup parlé avec le TAFTA, le CETA, etc. Les tribunaux d'arbitraux, ça date de la fin du 19e siècle. Donc, quand on a commencé à élaborer des règles sur la protection des investissements étrangers, etc. Donc, on voit en fait que le colonialisme est surtout connu ou est critiqué parce qu'il y avait acquisition de territoire, exploitation des ressources naturelles, etc. Mais aussi une part cruciale du colonialisme, c'est l'imposition en fait de normes juridiques qui ont bénéficié aux colons. Alors justement, dans le courant du XXe siècle, on assiste à la décolonisation. Qu'est-ce que ça entraîne dans l'histoire du commerce international, cette situation, cette nouvelle donne? Laura? Mais ce qui va peu changer, c'est qu'on va voir le commerce international qui va rester dans les grandes puissances qui vont exporter des produits à forte valeur ajoutée. Donc, si on prend le cas aujourd'hui d'une voiture électrique, on va exporter la voiture électrique. Mais on va toujours aller chercher des minerais dans les pays, notamment du Sud. On va essayer d'avoir le moins cher possible, donc avec le moins de taxes possible, pour transformer, donc créer de la valeur ajoutée dans les grandes puissances mondiales. Ça, ça veut dire que le commerce international en soi va pas extrêmement changer. Ce qui va changer, c'est peut-être sa forme juridique, puisque avant, vous aviez des colonies, et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de négocier des accords de libre-échange. Après, voilà, on va en reparler après, mais il faut savoir que tous les pays ne vont pas signer ces accords de libre-échange, et notamment les pays comme le Brésil vont bien comprendre qu'il y a un enjeu justement nord-sud et que certains de ces traités en fait ne bénéficient pas du tout
aux pays du Sud et donc vont commencer un peu plus à résister à ces traités de libre-échange. Alors justement, Nicolas, à la fin des années 90, se crée l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, et du coup, qu'est-ce que ça change dans la donne du commerce international? Et on parle d'accords multilatéraux à l'époque. Comment ça fonctionne du coup, pourquoi ça ne fonctionne plus? Oui, en effet, alors, l'Organisation mondiale du commerce, c'est vraiment quelque chose de très nouveau à l'époque parce qu'on va, suite un peu à la crise économique des années 70, beaucoup de compagnies transnationales vont comprendre que pour augmenter leur part de marché, il faut s'attaquer non plus aux droits de douane, parce que c'est plus suffisant, mais aux normes et aux règles nationales, même aux normes d'intérêt public, etc. Donc, va se créer, après 8 ans de négociations, l'Organisation mondiale du commerce, dont un des rôles principaux, quand même, c'est de s'attaquer notamment à la libéralisation des marchés à travers les normes. Et autour de l'OMC, vous allez avoir tout un tas d'accords qui vont être signés, en fait, qui vont vraiment s'attaquer à la manière dont les États régulent, en fait, régulent donc leurs lois, leurs normes, etc., au niveau national, quoi. Et comme tu dis, ce qui va se passer, c'est que l'OMC arrive dans un cadre où c'est la chute du bloc communiste, l'époque de la mondialisation heureuse, on va dire, enfin, c'est comme ça qu'on nous l'a vendu à l'époque, et tous les pays suivent un peu, on va dire, quoi. Donc c'est une organisation multilatérale, mais voilà, les pays du Sud vont se rebeller de plus en plus, et donc afin d'imposer en fait leurs vues ou leurs intérêts, les États plus puissants, hein, comme l'Union européenne, comme les États-Unis notamment, hein, parce que tout ça, en fait, c'est quand même modelé énormément autour de la vision américaine de ce que c'est que le commerce international. Et donc tout ça va faire en sorte que ces États vont de plus en plus négocier des accords bilatéraux parce qu'ils vont avoir plus de moyens de mettre pression en fait sur ces États. Oui, il y a un événement majeur à l'époque, c'est Seattle, qui, euh, qui est un peu l'émergence du mouvement altermondialiste. Donc, j'ai juste référence, je crois que c'est 97, si mes souvenirs sont bons. C'est une période où la contestation de la mondialisation libérale prônée par les puissants et par l'OMC est contestée. Et notamment se forgent des blocs, comme tu l'as dit, de pays du Sud qui contestent cette domination. Bon, dans cette histoire, c'est quand même l'Union européenne qui est un des acteurs majeurs du commerce international. Du coup, Laura, comment les accords sont négociés et mis en œuvre par l'Union européenne, désormais actuellement, quoi. Oui, il faut savoir qu'en fait, l'Union européenne et les États-Unis, n'ayant pas leur intérêt assez fortement représenté dans les négociations du commerce, enfin, ils sont quand même très puissants, mais il commence à y avoir des oppositions, comme disait Nicolas. Donc l'Union européenne va commencer à négocier d'abord régionalement, et quand ça fonctionne pas régionalement, bilatéralement. C'est un peu la différence avec les États-Unis. Donc si aujourd'hui on parle d'un traité entre l'Union européenne et le Mercosur, c'est parce qu'à l'époque, cette idée était, on va essayer de faire bloc avec bloc. Donc on va essayer avec le Mercosur, on va essayer avec l'Asie du Sud-Est, ASEAN, et on va essayer avec d'autres blocs, et quand ça fonctionne pas, on va en bilatéral. Comment ça fonctionne exactement? Alors, les États membres vont donner un mandat à la Commission. Donc la Commission est faite de fonctionnaires européens. Elle a une direction générale du commerce, qui sont des négociateurs commerciaux, dont le mandat, enfin, le mandat donné par les États membres, le mandat politique, mais le travail technique quotidien, c'est bien celui d'ouvrir des marchés pour les multinationales européennes. Ils ont vraiment que ça en tête, c'est-à-dire ouvrir des marchés. Et donc, ils vont entamer des négociations avec l'autre partenaire commerciaux, des négociations qui vont se faire à peu près ça, il y a à peu près entre 10 et 20 fois on se réunit, enfin, après ils continuent à se parler entre. Et qu'est-ce qu'on va chercher à faire? Pour moi, j'appelle ça un peu du troc, c'est-à-dire, OK, alors si j'accède à telle partie de ton marché, toi, tu peux accéder à telle partie de mon marché. Donc, on va faire du troc pour faire en sorte que les multinationales européennes puissent exporter plus. Et on va aussi avoir des lignes rouges. Donc, on va aussi protéger certains secteurs européens où on ne veut pas trop de compétition. Une fois que l'accord est fini, que les négociateurs ont fini leur travail, ils reviennent aux États membres
pour approuver ou pas justement ce texte. Et aujourd'hui, quand c'est un traité uniquement commercial, c'est les États membres à la majorité qualifiée qui l'acceptent ou pas. Si à la majorité qualifiée, ils l'acceptent, il est ensuite signé. Le Parlement doit l'approuver à la moitié plus un des députés européens qui doivent voter pour. Et ensuite, il est mis en application. Voilà les règles aujourd'hui en termes de négociation commerciale. Et donc, bah, les accords se multiplient, je crois, Nicolas, entre l'Union européenne et un certain nombre de pays. Quelles sont les négociations actuelles avec qui l'Union européenne négocie? C'est vrai, comme tu le dis, là, depuis bon, déjà avant, mais encore plus avec l'élection de Trump, l'Union européenne multiplie la signature, les négociations, etc. D'une part parce qu'elle est complètement incapable de réfléchir à un autre modèle que celui du libre-échange qui est hérité des années 90. Et, et en fait, ces accords, principalement, quand même, c'est surtout dans la région Asie-Pacifique, hein. Donc, la région Asie-Pacifique est, quand même, est vue comme très stratégique par beaucoup d'États en ce moment, les États-Unis, la Chine, bien sûr, qui est déjà sur place. Mais on voit qu'actuellement, l'Union européenne, en fait, elle a déjà des accords avec une grosse partie du monde, avec la plupart des pays africains qui l'intéressent, avec beaucoup de pays d'Amérique latine, à part le Mexique et les pays du Mercosur. Et donc, ce qui manque vraiment là, c'est les États d'Asie-Pacifique. Comme le disait Laura, il y a une tentative qui avait été faite avec le bloc ASEAN, qui n'a pas marché. Donc, maintenant, l'Union européenne elle négocie avec le Vietnam. Maintenant, elle a relancé avec le Philippines, avec la Malaisie, l'Indonésie, et j'en oublie encore sûrement, et la Thaïlande, voilà, la Thaïlande. Elle veut relancer avec l'Australie, relancer aussi avec l'Inde. Donc les enjeux se situent principalement quand même dans la région asiatique actuellement, au-delà bien sûr du Mercosur et du Mexique dont on a déjà parlé, mais qui sont plus en phase de ratification. Et évidemment, c'est les intérêts ici qu'on protège et qu'on met en avant, c'est celle des multinationales. Quels sont l'intérêt pour elles de la signature de tels accords, Laura? Bah, déjà, il faut avoir en tête qu'il y a quand même une relation historique très proche entre les négociateurs commerciaux européens et les multinationales. Il faut savoir que même au tout début de la Commission, quand le commerce était déjà une compétence de la Commission, on a vu des lobbies qui ont été créés sous impulsion de la Commission européenne, notamment des négociateurs commerciaux. Donc, il y a un super documentaire, Bruxelles Business, qui relate la création d'un lobby qui s'appelle le Forum européen des services. Ce lobby a été créé, enfin, poussé par la Commission. À sa tête, il y a un ancien juriste de la Commission. Et on sait que tous les 3 mois, le personnel de la Commission se rend dans ses bureaux pour expliquer où on en est dans les négociations. Et donc parfois, c'est presque difficile de prouver ô combien les négociateurs font le travail des multinationales, tellement il y a une symbiose, si vous voulez, entre les deux acteurs. Je vous dis ça et je parle aussi des services parce que c'est peut-être plus difficile à imaginer ce que ça veut dire. Mais pour l'Europe, dans la plupart des traités commerciaux, l'intérêt principal des multinationales, elle se trouve dans les services. C'est-à-dire qu'on va vouloir exporter nos services financiers, nos services banquiers, nos assurances, on va dire que la Sodexo, BNP Paribas, AXA, Eiffage, Veolia vont vouloir accéder à des marchés. Et accéder à des marchés d'une façon qui leur convient le mieux, c'est-à-dire accéder au marché sans avoir forcément à payer beaucoup de taxes, sans avoir à utiliser de la main-d'œuvre locale, sans avoir à faire de transfert de technologie et sans avoir, par exemple, avoir une codirection avec des locaux. C'est vraiment venir dans des termes les plus faciles possibles pour les multinationales européennes et voilà, faire rendre des services qui vont aller voilà, de la construction à l'eau, à l'assainissement. Ça peut être aussi la restauration. Enfin, on en imagine, ça peut être le port, le train. Mais en fait, ce sont des énormes contrats qui sont pas toujours facilement accessibles et qui rapportent énormément d'argent. On pense aussi à la téléphonie, etc. Donc même si on en parle souvent moins, ça reste quand même l'intérêt majeur puisqu'en fait c'est là aussi où il y a le plus de lobby envers les négociateurs commerciaux. Donc là, on vient de parler des services dont on parle peu finalement, c'est peu dans l'actualité souvent, mais on parle plutôt de la question agricole quand il s'agit d'accords de libre-échange.
Alors, quelles sont les conséquences hein, pour les petites exploitations au nord comme au sud, hein, parce que on peut se poser la question. Et puis, pour les géants agricoles européens, quels sont leurs intérêts à eux pour ces géants? Nicolas? Alors pour ces géants, c'est vrai qu'en complément de ce que vient de dire Laura, bon, c'est vrai qu'on parle souvent des effets des effets des accords de libre-échange sur l'élevage européen, etc. Mais il y a une partie de l'industrie agricole, de l'agrobusiness, qui est en faveur de ces accords de libre-échange. Par exemple, l'industrie vinicole, l'industrie des alcools forts, cognac, armagnac, etc. Donc tout cela, hein, tous ces acteurs veulent vendre, veulent écouler leurs produits, veulent vendre des vins au Mercosur, veulent vendre des vins en Chine, au Japon, etc., ou de l'armagnac ou du cognac, quoi. Donc ça, c'est vraiment un des enjeux assez importants, en fait, hein, dans les intérêts européens, enfin les intérêts des multinationales européennes. Après, au niveau des négociations, très souvent, comme disait Laura, hein, c'est un jeu d'échange, de troc, hein, je te donne ça, tu me donnes ça, en quelque sorte, hein. Et très souvent, la monnaie d'échange pour la Commission européenne, c'est l'agriculture, et notamment l'élevage. Donc, on accorde plus, donc des pays vont accorder plus de marchés aux entreprises des services européens, par exemple, ou même aux voitures, par exemple, aux voitures allemandes, mais en échange, elles veulent exporter de la viande. C'est ce qui se passe avec le Mercosur. C'est ce qui se passe aussi avec l'Australie dans une certaine mesure, même si l'accord n'est pas encore été, les négociations n'ont pas encore été conclues. Et donc, une bonne partie de l'agriculture se retrouve très souvent comme c'est la monnaie d'échange, en quelque sorte. Donc, c'est les éleveurs européens et éleveuses européennes qui sont finalement les dindons de la farce hein, de ces négociations. Et tout ça, très souvent, en faveur d'une agriculture beaucoup plus intensive, la grosse industrie, une agriculture qui est souvent aussi beaucoup plus émettrice de gaz à effet de serre et qui profite au grand, voilà, au grand lobby agricole. Et j'ai oublié de mentionner aussi le lobby du laitier aussi, hein, les fromages, les grandes entreprises laitières européennes qui veulent aussi vendre leurs produits. Donc l'intérêt, il est surtout là pour les multinationales européennes. Et encore une fois, cela a un impact aussi bien en Europe que dans les pays partenaires, parce que les grands vainqueurs sont toujours les grosses industries au détriment finalement de la petite paysannerie. Alors qu'il faut savoir que c'est quand même la petite paysannerie qui nourrit le monde, hein. Ça, c'est pas moi qui l'invente, hein. Ça, c'est les chiffres des Nations Unies. Oui, et tu n'as pas parlé des semenciers, par exemple, des grands semenciers qui ont aussi des intérêts de voir aussi l'accélération du libre-échange, j'imagine. Oui, oui, complètement. Je ne l'ai pas mentionné, mais il y a aussi un gros intérêt de la part des gros semenciers. Et très souvent, les règles de propriété intellectuelle qui sont Mm. incluses dans les accords de libre-échange font en sorte que la petite paysannerie se retrouve un peu prisonnière de ces semenciers au niveau mondial. Alors Laura, 2025, quels sont les principaux enjeux maintenant dans les ALE? Qu'est-ce qui se joue actuellement? Un enjeu qu'on a déjà dans le Mercosur, mais dont on parle moins dans le traité avec le Mercosur, pardon, mais qu'on voit de plus en plus dans les traités européens, c'est tout ce qui est l'enjeu des matières premières. Parce qu'on va avoir besoin de nouvelles matières premières pour la transition verte, enfin on va mettre verte entre guillemets, et puis pour le réarmement de l'Europe. Et en fait, ces deux secteurs de technologie verte et la défense sont des secteurs qui ont besoin de minerais rares qu'on n'a pas dans le sous-sol européen. Et donc, il va falloir ouvrir des mines à l'étranger, notamment au Mercosur. On a du lithium en Argentine, par exemple. Mais on sait que l'Union européenne est en train de commencer un accord sectoriel de libre-échange avec l'Afrique du Sud et que c'est aussi un enjeu par rapport au nickel et au cuivre aussi avec l'Indonésie. Et donc, on voit une offensive, si vous voulez, pour avoir plus de traités qui vont nous permettre d'importer plus de matières premières. Et à nouveau, on est sur l'importation de minerais non transformés qui arriveraient des pays du Sud et qui seraient transformés en Union européenne, ce qui pose quand même beaucoup de questions. Et un des enjeux est que finalement,
il y a beaucoup de pays du Sud aujourd'hui qui sont, on peut dire, multi-alignés, c'est-à-dire que si l'Europe leur donne pas ce qu'ils veulent, ils iront voir la Chine ou la Russie ou les États-Unis. Et là, l'Europe, du coup, est un peu coincée, si on peut dire, parce qu'il y a des pays comme l'Indonésie qui, eux, ont reçu des investissements chinois pour transformer en Indonésie certains des minerais qui sortent du sol indonésien. Et donc, ce modèle d'aller extraire et de payer le moins de taxes possible et d'avoir la moindre transformation possible, est tout de même remis en question par certains pays. Donc ça va vraiment être, je pense, l'enjeu. Et un autre enjeu qui est le nôtre en tant qu'Européens, qu'il ne faut pas qu'on oublie, c'est que est-ce qu'on veut continuer toujours à aller extraire, on pourrait peut-être penser aussi à notre consommation, et puis est-ce qu'on veut aller extraire des minerais pour la défense? Ça, c'est encore un autre sujet. Alors, désormais, les accords incluent des chapitres dits de développement durable. Alors, je ne sais pas ce qu'il en est exactement. Est-ce que c'est vraiment efficace ou au contraire, c'est de la poudre aux yeux? Qu'est-ce qu'il en est, Nicolas, là-dessus? Alors peut-être juste pour un petit complément à ce que vient de dire Laura, j'ajouterais aussi le numérique dans les enjeux assez importants à l'heure actuelle. Mais pour répondre à ta question, alors oui, ça c'est le grand, la grande enfin, trouvaille, non je dirais pas, mais c'est un des grands axes de l'Union européenne, c'est d'ajouter ce qu'ils appellent, parce qu'elle appelle des chapitres sur le développement durable. Donc en gros, vous allez avoir 1000 pages dans un accord de libre-échange qui va tout libéraliser. Et, euh, et on va vous mettre une quinzaine de pages au milieu de ça qui vont vous dire oui, au fait, on reconnaît que le climat c'est important, que l'environnement c'est important, que le droit des femmes c'est important, que le droit des travailleurs c'est important. Enfin, je n'exagère même pas parce que dans une vingtaine de pages, vous allez avoir en fait tous les thèmes possibles et imaginables qui sont en lien avec à la fois la protection de l'environnement, mais aussi les droits humains, etc. Alors bien sûr, c'est de la poudre aux yeux complète en fait, hein. C'est du greenwashing, même maintenant du pinkwashing, on va dire, parce qu'on inclut de plus en plus les droits des femmes. Alors qu'à côté de ça, on va complètement libéraliser une économie qui va faire en sorte que les femmes vont être très impactées, hein. C'est le cas en Inde, par exemple, dans le projet d'accord entre l'Union européenne et l'Inde. Mais bon, voilà, on insère ces clauses. Comme ça, on nous dit oui, nous, les Européens, on est toujours à la pointe, on va dire, de la protection de l'environnement, etc., etc. Donc, bien sûr, c'est de la peau aux yeux, c'est du greenwashing. Et voilà, quoi. C'est important de ne pas tomber là-dessus, mais c'est aussi un danger à l'heure actuelle parce qu'on voit de plus en plus de nos politiciens et politiciennes qui tombent dans le panneau, en quelque sorte, ou qui soutiennent, qui disent oui, on est pour un accord de libre-échange dans la mesure où il y a un chapitre sur le développement durable, et notamment pas mal de verts allemands qui sont assez en faveur de ces chapitres. Donc c'est pour ça, c'est vraiment un danger crucial en fait, parce que ça occulte complètement en fait la vraie nature de ce que sont ces accords. Alors justement, il y a un enjeu politique hein, pour les mouvements sociaux comme attaque. Euh, Ça reste toujours de mobiliser, de s'opposer donc à ces accords. Mais dans le débat politique, on constate que l'extrême droite est elle aussi souvent opposée à ces accords. Alors, que- quelle différence entre notre discours et le leur et comment ne pas se tromper de combat? Est-ce que Laura, tu peux nous éclairer là-dessus? Bah, une des grandes différences, c'est quand même ce que vous avez entendu jusqu'à présent, c'est aussi une volonté que les traités de libre-échange européens fassent le moindre mal possible dans les pays du Sud. Ça, c'est pas du tout la volonté de l'extrême droite. L'extrême droite, c'est une idée plutôt de repli sur soi, de protection du national, voilà, c'est ça, on va faire attention aux fermes françaises, on veut garder l'agriculture européenne, mais on n'est pas du tout dans des discours de solidarité par rapport aux impacts dans les pays du Sud. Et après, il y a quelque chose assez faux et hypocrite dans le sens où ça permet à l'extrême droite aussi de pouvoir critiquer l'Union européenne
Et donc, elle peut paraître, regardez, nous aussi, on critique l'Union européenne, mais à côté de ça, elle peut s'allier avec la droite comme elle le fait actuellement au Parlement européen et détricoter des lois environnementales et des lois sociales qui ont été votées ces dernières années. Donc, ça joue le jeu populaire de montrer qu'ils sont critiques de l'Union européenne, quand dans la réalité des faits, c'est plutôt des lois très antisociales, anti-environnementales, qui soutenues par la droite européenne, qui représentent les votes de l'extrême droite. Alors, Nicolas, donc l'élection de Trump, qu'est-ce que ça a changé au commerce international, puisqu'il annonce à tout bout de champ qu'il va mettre des droits de douane à tous les produits importés aux États-Unis. Alors, est-ce que ça change quelque chose et qu'est-ce que ça change éventuellement, quoi? Alors, à la fois, ça change beaucoup de choses et à la fois, ça change pas grand-chose. Alors, pas grand-chose dans le sens où ce que fait Trump actuellement, c'est la continuation d'une manière brutale et on va dire d'un très mauvais goût, hein, parce que le style de Trump, voilà, on le connaît tous et toutes. Mais c'est la continuation de ce qu'a commencé à faire Obama, hein, de ce qu'avait fait Trump déjà sous son premier mandat, ce qu'a continué à faire Biden, c'est-à-dire euh, mettre un peu plus un frein, on va dire, hein, sur la libéralisation totale via les accords de libre-échange, via cette mondialisation effrénée, non pas par souci de re-régulation ou quoi que ce soit, mais parce qu'il y a un ennemi en face qui s'appelle la Chine. Et la Chine se comporte pas comme les Américains avaient prévu qu'elle se comporterait quand elle a rejoint l'Organisation mondiale du commerce en 2001, mais, euh, mais elle devient un sérieux, elle porte atteinte en fait à la domination américaine. Donc Trump met en place un système assez quasi, on va dire, quasi impérial, hein. Donc il balance des droits de douane à tout le monde, il remet à l'ordre un peu, un peu tous ses alliés traditionnels, y compris les Européens. Si vous ne faites pas exactement ce que je fais, vous allez avoir une guerre commerciale dans la figure. Donc, en quelque sorte, voilà, ça change des choses, mais ça reste quand même dans cette logique que les États-Unis mettent toujours en avant leurs intérêts. Ils l'ont toujours fait par l'intermédiaire de différents moyens, hein. Je vais copier dans le chat, coller pardon, un lien vers un article que Attaque et Bilaterals.org ont sorti récemment. Et, mais par contre, ce qui change par rapport aux autres pays, c'est que les autres pays ne s'arrêtent pas en fait de négocier des accords de libre-échange. Alors l'Union européenne en a parlé, mais il y a aussi d'autres pays du Sud, des pays un peu de puissance intermédiaire. Je pense, bah, bon, la Russie, c'est pas vraiment un pays du Sud, mais au fond, la Russie qui fait pas partie de ce bloc, mais surtout l'Indonésie, par exemple, l'Inde, qui négocie de plus en plus d'accords de libre-échange, les Émirats arabes unis, qui deviennent un acteur majeur aussi dans le commerce international. Donc ces États, en fait, n'arrêtent pas de, de- de- de signer, de négocier des accords de libre-échange. Donc l'arrivée de Trump, c'est pas la fin des accords de libre-échange, c'est pas la fin du libre-échange, c'est peut-être comment dire, le début le renforcement d'un monde qui va être de plus en plus multipolaire, avec des intérêts divergents. Laura, tu as la même Ouais. perception ou tu veux ajouter un commentaire avant? Non, non. Et du coup, les alternatives possibles au libre-échange, euh, Ça me va bien parce que ça va paraître très idéaliste comme réponse, mais bon, j'y vais. Pour moi, il ne faut pas tomber dans le piège que le libre-échange, en fait, c'est un des problèmes avec la finance mondialisée qu'on connaît aujourd'hui, enfin, une des causes structurelles des problèmes qu'on connaît aujourd'hui, pardon. Donc, essayer de résoudre ce problème par des politiques commerciales, je suis pas sûre que ce soit forcément la bonne solution. Pour moi, il faudrait un peu remettre le commerce en secondaire et repenser déjà nos activités économiques. Finalement, si aujourd'hui l'Union européenne poursuit des accords de libre-échange, c'est parce qu'on a des puissantes
multinationale, puissance économique, mais puissance du coup politique, qui pousse à l'expansion, à l'accaparement de richesses. Et donc ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut totalement repenser. Et pour moi, il faudrait d'abord réimaginer une économie à plus petite échelle, avec une politique agricole, une politique de mobilité, une politique sociale, de logement et autres à plus petite échelle, et avoir ensuite des traités de coopération avec les autres pays, dans lesquels on serait plus dans un troc, ouvre-moi tes marchés, je t'ouvre tes marchés, mais plus qu'as-tu besoin, qu'ai-je besoin, et comment on peut essayer de le faire ensemble. Donc, bien entendu, ça peut paraître très idéaliste, mais je pense que tout de même, c'est aussi un peu comme les chapitres développement durable, c'est aussi peut-être un souci pour moi d'imaginer que le commerce étant une des causes structurelles de nos problèmes actuels, on peut les résoudre par continuer à faire le commerce ou le faire autrement. Je pense que c'est justement ça le problème, c'est le fait que dans l'Union européenne, la DG Commerce et la DG FISMA, donc les négociateurs commerciaux et financiers, sont des personnes qui ont le plus de pouvoir et de poids politique, parce que c'est ça la priorité politique de la Commission européenne aujourd'hui. Et pour moi, c'est ça le problème. Là-dessus, Nicolas, tu veux compléter ou... Non, non, moi je suis, enfin, tout ce qu'a dit Dora, je suis sur, enfin, on est sur la même ligne, hein. Après, moi, peut-être pour être plus dans le concret, euh, le, le- le, euh, j'ai l'impression, moi, qu'il y a beaucoup de gens qui ont travaillé sur beaucoup d'alternatives, que ce soit des économistes, même des grands économistes comme Stiglitz, hein, le prix Nobel de l'économie, beaucoup d'organisations de la société civile, hein, comme par exemple comme la Via Campesina, hein, comme mais beaucoup de juristes aussi. Il y a beaucoup de gens en fait qui ont travaillé sur ces questions d'alternatives. Et j'ai l'impression, moi, qu'on arrive à un point là où ça va être la volonté politique, en fait, hein, qui va nous déterminer si on va se diriger vers un capitalisme autoritaire à la Trump, j'espère pas, ou si on va se donner les moyens, en fait, de réfléchir à une autre façon d'organiser le monde, peut-être pas avec tout le monde, mais au moins entre États ouais, qui ont la volonté en fait hein, d'imaginer un monde un peu différent, une économie différente face à tous les enjeux, comme tu le disais dans l'introduction, qui est actuellement le- la crise climatique, l'épuisement des ressources, etc., le numérique, etc. Eh bien, merci pour cette introduction qui a essayé de faire un petit peu le tour de la question et des enjeux. En tout cas, on va passer au second temps de ce webinaire, un temps d'échange avec vous. Vous allez pouvoir prendre la parole. Je vois que Hélène a mis également en ligne des articles hein, disponibles sur le site d'Attaque, en complément de ce qu'ont dit ici Nicolas et Laura. Euh, donc, si vous voulez intervenir, apporter des précisions, poser des questions à nos invités, ben, n'hésitez pas à poser vos questions. Alors, pour intervenir, vous mettez une petite étoile dans le chat et on vous passe la parole. Donc, n'hésitez pas à poser des questions. Marie-Paul. Oui, Laura, tu parlais dans les principaux enjeux aujourd'hui du coût des matières premières et donc des accords qui sont liés à cette histoire de faciliter l'accès à l'Union européenne sur les matières premières. On a vu récemment au niveau du Parlement européen, il y a un accord qui a été remis en cause, c'est l'accord UE-Rwanda à propos de l'importation des matières premières qui sont issues de la zone de guerre actuelle en RDC et qui sont commercialisées par le Rwanda. Donc, il y a une délibération de prise au niveau du Parlement européen avec une grosse majorité pour demander la suspension de cet accord en partie. Il n'y avait pas que ça dans la délibération, mais il y avait ça en particulier. Et apparemment, malgré le vote ultra majoritaire des députés, la commission n'a pas voulu donner suite. Donc, tu parlais tout à l'heure du rôle important de la commission. Donc, ils sont pieds et mains liés avec les multinationales.
sur ce sujet-là. C'est un accord de libre-échange classique? C'était quoi cet accord-là avec le Rwanda et pourquoi est-ce on peut pas revenir dessus alors qu'il y a une volonté manifeste de revenir dessus? Laura, tu peux répondre si... Alors, c'est un petit peu différent qu'un accord de libre-échange. Mais c'est lié. En fait, l'Union européenne, comme elle a du mal à négocier ses accords de commerce, parce que ses futurs partenaires commerciaux se laissent de moins en moins faire, on va dire, elle a créé ce... Et puis, parce qu'ils ont une autre politique de développement, ou de coopération en tout cas, ils ont créé un programme qu'on appelle Global Gateway, qui prend l'argent de la coopération au développement, en tout cas le pot européen, et qui en fait un instrument pour le développement d'infrastructures dans les pays du Sud, où on met une partie de l'argent européen public pour aider les entreprises privées européennes à faire des infrastructures. Et donc ça c'est le volet financier. Et le volet, donc par exemple, quand on a finalisé l'accord avec le Mercosur, on a aussi annoncé un projet Global Gateway dans les pays du Mercosur. Et là, avec le Rwanda, c'est un MOU, un Memorandum of Understanding. Donc, on ne sait pas trop bien la forme légale que ça a. C'est un accord, qui n'est pas un accord de commerce, entre l'Union européenne et le Rwanda sur les matières rares dans le cadre du Global Gateway. Donc, ce qu'on s'attendait, mais qui n'a pas eu lieu vu la situation actuelle, c'est qu'il y ait ensuite, après, des investissements qui soient faits au Rwanda. Mais c'est vrai que cet accord a posé beaucoup, beaucoup de questions. Et je pense que la Commission ne revient pas dessus parce qu'en fait, finalement, ça fait partie d'une politique actuelle bien plus large qui s'appelle Global Gateway. Je vous enverrai un lien, il y a un très bon rapport d'Oxfam à ce sujet, qui est vraiment la nouvelle politique européenne de financement de gros projets, surtout en infrastructure, surtout en énergie, dans les pays du Sud. Ok, merci. Du coup, il y avait une question dans le chat, mais je pense qu'on y a un peu répondu. C'est le traité de Mercosur, donc n'est pas encore ratifié. Et du coup, est-ce qu'on peut répondre à cette question? Alors, il n'est pas Plus en ratifié. bas, c'est encore mieux. Sophie, ton micro est ouvert. Sophie, il faut que tu coupes ton micro. À moins que tu veuilles intervenir, mais oui, donc le Mercosur, donc pas encore ratifié. Quand est-ce qu'il le serait et quelle opposition, quelles sont les marges de manœuvre pour s'y opposer? Est-ce qu'il y a encore de la place pour une mobilisation sociale ou pas? C'est peut-être des questions qu'on peut poser sur le Mercosur, puisqu'il y a vraiment un enjeu là euh, très direct. Nicolas ou Laura, je ne sais pas. Ouais, je peux y répondre. Le... En fait, oui, donc c'est les négociations qui ont été conclues, mais l'accord n'a pas encore été signé. C'est assez compliqué cet accord, parce qu'à la base, c'est un accord qui a été... donc les négociations ont commencé en 99 et on parlait déjà de cet accord en 95. Enfin, déjà ouais, en 95. Et à l'époque, c'était un accord qui était prévu comme étant ce qu'on appelle de compétences mixtes, c'est-à-dire que les États européens, les États membres de l'Union européenne doivent le ratifier et l'Union européenne aussi doit le ratifier. Après, ce qui se passe depuis la conclusion des négociations, c'est que la Commission européenne, pardon, voudrait remettre ça en cause parce qu'elle a peur que certains États refusent en fait l'accord, comme la France par exemple, ou d'autres États qui sont prononcés contre. Donc elle va vouloir essayer ce qu'on appelle couper l'accord en deux, c'est-à-dire évacuer la partie commerciale dont elle est seule responsable, l'Union européenne, et laisser toutes les autres parties, qui a aussi une partie volée enfin une partie un peu plus sur la coopération politique, etc. Donc ça, le laisser en gros traîner parce que ce n'est finalement pas si important que ça pour la commission. Mais par contre, la partie commerciale est beaucoup plus importante pour elle. Donc, elle va faire en sorte, en fait, de se garder pour elle la partie commerciale qui sera seulement, en fait, enfin, qui sera seulement soumise au Parlement européen et pas aux parlements nationaux. Et une fois que le Parlement européen vote en faveur de l'accord et que
finalement la partie commerciale est mise en œuvre au niveau européen, la partie commerciale sera mise en œuvre, même si en quelque sorte, les parlements nationaux s'y opposent, en fait. Donc ça, c'est vraiment un enjeu principal. Donc pour l'instant, on n'en y est pas encore parce que l'accord, comme on disait, hein, les négociations ont été conclues, il n'a pas encore été signé. Non, on parle de septembre-octobre hein, pour une signature du Conseil européen. Donc voilà où on en est actuellement. Et si l'accord est signé et que effectivement il est scindé en deux, ben, il passera d'abord au Parlement européen et pour être mis en œuvre par la suite. Mais s'il n'est pas signé en deux, là effectivement, et s'il n'est pas scindé en deux, pardon, effectivement, là il devra passer par le Parlement européen et par tous les parlements régionaux et nationaux de l'Union européenne. Et peut-être au niveau des mobilisations, c'est que pour l'instant, il y a trois ou quatre États qui sont clairement contre. Je ne sais pas si ça va durer, hein. Le jeu des alliances, ça peut facilement évoluer. Donc, bah, il y a la France, la Pologne qui est contre. Alors après, je sais, j'ai un trou, je crois que c'est les Pays-Bas et l'Irlande, si je ne dis pas de bêtises. Après, voilà, quoi, l'Italie, on ne sait pas trop. Il y a quelques pays qui hésitent. Mais donc, l'enjeu, on va dire, en termes de mobilisation, c'est de mettre assez de pression sur les États européens qui sont contre pour qu'ils construisent ce qu'on appelle une minorité de blocage. Voilà. Donc là, ça va être l'enjeu des mobilisations qui va avoir lieu en France, puisqu'on est en France, hein, et aussi dans d'autres pays. Juste pour rajouter un petit peu de contexte, la Belgique s'abstiendra. Très belge. Bah, juste pour vous dire qu'il y a aussi eu on a vu dans les journaux que potentiellement donc, la Pologne, la Bulgarie, la Roumanie s'opposeraient. Mais il faut savoir qu'au mois de juin, au Conseil, il y a le renouvellement ou pas de l'accord de commerce avec l'Ukraine. Bon, je simplifie, hein. Mais que du coup, quand on entend Roumanie, Bulgarie qui pourraient s'opposer, c'est aussi des jeux d'alliance par rapport au sujet de l'Ukraine qui va tomber sur les ministres, enfin, au Conseil du ministre des Commerces au mois de juin. Donc, voilà. Je reviens un peu sur la question que vous disiez aussi de l'extrême droite, c'est parce qu'aussi ça rentre en jeu. Donc, dans certains pays, ça va être l'extrême droite qui va finalement être contre. Donc, dans cette alliance de pays, on risque d'avoir aussi des pays qui sont contre pour bien d'autres raisons et des raisons qui ne sont pas toujours de l'ordre de la solidarité internationale. Tout à l'heure, Nicolas, tu parlais du numérique sur les enjeux prochains, là, des années à venir. Est-ce que tu peux détailler les enjeux du numérique, justement, dans le cadre du commerce international? Oui, alors c'est vrai que le numérique, c'est une question assez obscure pour beaucoup de gens finalement, parce que bon, on connaît tous les GAFAM, voire Tencent en Chine, Huawei, etc., Alibaba, mais c'est des fois difficile de comprendre exactement comment ça marche. On sait plus ou moins toutes et tous que les données, c'est quelque chose de très important, hein, et que en gros, le gros business en fait de ces entreprises du numérique, c'est les données, nos données à nous en fait, hein, dont elles se servent en fait pour les algorithmes, dont elles se servent maintenant aussi pour l'intelligence artificielle. Et la question, c'est, oui, en quelque sorte, enfin, la question en quelque sorte, c'est comment en fait comment participent les accords de libre-échange à cette économie numérique. Ouais, ce qui est plus en plus mis en avant dans les accords, c'est les Américains hein, qui sont toujours le fer de lance de l'innovation, hein, y compris au niveau commercial. Donc, c'est les Américains qui ont commencé à vraiment mettre en place des règles pour favoriser les grandes entreprises de la tech, et notamment dans le cadre du partenariat transpacifique, dont ils se sont retirés d'ailleurs plus tard. Et on retrouve maintenant ces dispositions aussi dans les accords de l'Union européenne. Il y a des gros lobbies du numérique, dont la plupart d'ailleurs sont des entreprises américaines, hein, Google Europe, Meta Europe, etc. Et l'idée, en fait, c'est de faire en sorte de faciliter au plus possible les, justement la circulation des données à travers les frontières. C'est-à-dire qu'on ne veut pas que les États ont des contrôles, enfin je parle des multinationales de la tech, ne veulent pas que les États aient un contrôle sur les données. Même
s'il s'agit de données sensibles comme la santé, etc. Et donc, par exemple, il est hors de question que les États commencent à avoir des serveurs locaux donc, sur le territoire national où pourraient être stockées certaines données. On veut que toutes les données soient euh, transférées vers des serveurs. La plupart du temps, c'est des serveurs américains, hein. Donc les serveurs de Google, les serveurs d'Amazon, etc., etc. Donc ça c'est clairement un des enjeux dans les accords où vous allez avoir euh, les engagements en fait des États pour qu'ils facilitent en fait, enfin, pour qu'ils garantissent, je devrais dire plutôt, la circulation des données. Et aussi sur les histoires on a parlé un peu de propriété intellectuelle, c'est vrai aussi sur les codes sources, je veux dire, des logiciels. Maintenant, vous avez de plus en plus de machines, de logiciels déjà, mais aussi des machines, que ce soit des machines sur la santé, par exemple, hein, les grosses machines qui sont dans les hôpitaux, qui sont gérées par des logiciels. Et les multinationales donc, qui produisent ces logiciels ne veulent pas que les États ont un contrôle sur ces données. Même si ces données, pas sur ces données, pardon, sur les codes sources des logiciels. Même si ces logiciels peuvent parfois servir, par exemple, à faire des tests de santé, par exemple, hein. Donc, ce qui peut être un enjeu quand même d'intérêt public assez crucial, ou même de plus en plus maintenant, quand on a des sélections qui se font avec des logiciels sur divers critères, où on pourrait comment dire, critiquer certains logiciels pour faire de la discrimination, que ce soit au niveau racial, au niveau du genre, au niveau de l'âge, etc. Eh ben, on ne peut pas avoir accès au logiciel. Donc voilà, enfin, je vais pas trop élaborer ce que on pourrait en parler très longtemps, mais vous allez retrouver maintenant dans tous les accords de libre-échange, notamment de l'Union européenne et des États-Unis, toutes ces dispositions en fait dont je viens de parler. Ok, merci. Et il y avait une question de François, mais si tu peux la poser, François, tu voulais intervenir dans... Oui, oui, c'est juste une question sur le fond. Si on résume, le commerce mondial est dirigé par les multinationales. Les multinationales, c'est quoi? C'est des entreprises qui ne payent très peu d'impôts, donc qui faussent la concurrence par rapport aux PME. Elles ne paient pas quasiment les dégâts sur l'environnement. Et en plus, pour avoir accès à tous ces minerais dont on parlait tout à l'heure, soit elles contribuent à cautionner les dictatures, soit parfois elles les mettent en place. Je veux dire que si on considère que c'est ça les accords de libre-échange qui sont la base actuelle du commerce mondial, il n'est pas forcément étonnant qu'on arrive à des régimes façon Trump ou autres. Et la question que je me posais, et ce que posait Laura, c'est que quelles alternatives finalement face à un état de fait et qui ne fait finalement que se renforcer vu les signatures en cours qui sont de plus en plus nombreuses, quelles peuvent être les alternatives un peu réalistes? Voilà ma question. Et juste une chose, pardon, et de dire bien sûr que les accords de libre-échange, c'est un non-sens absolu, c'est tout sauf libre. Et si on le caricature, on pourrait dire, même si évidemment il n'y a aucun accord entre les USA et l'Ukraine, ça m'a fait quand Trump dit nous on met 250 milliards d'euros, je crois, pour aider l'Ukraine à lutter, et puis en échange de ces 250 milliards, eh bien on prend tout votre sous-sol à hauteur de 1500 milliards, peu importe les chiffres, hein. Ben, finalement, est-ce que c'est pas ça, il n'y a pas d'accord de libre-échange, mais c'est pas ça, c'est qu'un rapport de force d'un dominant par rapport à un dominé. Voilà, Ok. merci. Je vais peut-être y répondre. Vas-y, Nicolas. Oui, non, mais tu as complètement raison, en fait, c'est une histoire de rapport de force. Et parce que le modèle de libre-échange mondialisé tel qu'on le voit actuellement, c'est un modèle américain à la base. Je veux dire, c'est dans les années 70, c'est vraiment les multinationales américaines qui mettent ce modèle en place pour en gros leurs intérêts, hein, pour faire plus d'argent, euh, mais elles veulent surtout pas que c'est un modèle elles veulent que d'autres États, enfin, que le monde entier se joigne à ce modèle, mais elles veulent surtout pas des entreprises d'autres pays les
les dominent, on va dire, ou deviennent de plus en plus fortes. Et même si on est au début, donc on a vu les Européens, on a vu le Japon qui a adopté ce modèle, mais qui est resté quand même sous l'hégémonie américaine. Là, ce qui change actuellement, c'est la Chine qui ne fait pas justement ce qu'ont fait les Européens et le Japon, et la Chine qui veut s'imposer comme un leader. Donc ça ne plaît plus aux États-Unis. C'est pour ça aussi qu'ils durcissent le ton euh, par l'intermédiaire d'accords, parce que Trump, quelque part, il négocie comme un promoteur immobilier. C'est un promoteur immobilier, donc il fait du d'accord de gré à gré, un peu plus agressif, hein, parce qu'on voit que, en quelque sorte, le thème du libre-échange, ça marche plus trop. Donc on va, voilà quoi, on va imposer donc on sort un peu de l'hégémonie, parce que dans le sens où l'hégémonie, c'est tout le monde suit parce que tout le monde y trouve un peu son compte, même les gens qui sont un peu dominés, à une domination, c'est pour ça que je disais que c'était un peu plus impérial comme façon d'agir. Après, sur le côté des alternatives, comme on le disait tout à l'heure avec Laura, il y a beaucoup de travail qui a été fait déjà. Et si je pense, moi j'ai cité Joseph Stiglitz, par exemple, tout à l'heure. Et Joseph Stiglitz, il disait, il y a 20 ans déjà, hein, il disait, si vous voulez un commerce mondial qui profite à tout le monde, il faut un partage des connaissances, donc des transferts de technologie. Je veux dire, la Chine, elle se développe. Pourquoi? Parce que elle a dit aux entreprises qui voulaient investir en Chine, OK, vous venez investir ici, mais en échange, vous nous donnez en fait les connaissances. Vous transférez les technologies. Donc, on va faire ce qu'ils appelaient des joint ventures, enfin des entreprises, des co-entreprises en quelque sorte. Donc, moitié investissement étranger, moitié investissement chinois. Et on a accès aux technologies pour pouvoir construire maintenant nos propres technologies. Et c'est pour ça que maintenant les Chinois, par exemple, sont bien meilleurs que les Français pour faire des centrales nucléaires. C'est un exemple parmi tant d'autres. Après, on peut discuter du nucléaire, mais ça vous montre l'exemple. Donc, on parle souvent de vol de connaissances, mais en fait, non, c'est pas du vol. C'est juste un partage des connaissances. Et ces partages ou ces vols même de connaissances, c'est quelque chose qui a fait partie de tout enfin, du développement de tous les États. Les États-Unis sont développés comme ça, les Anglais ont fait pareil. Tous les États, en fait, ont eu recours à ce genre de procédé au moment de leur phase de développement. Donc ça, c'est une chose. Ça, c'est une piste vraiment très concrète, le transfert de technologie. Or, actuellement, dans les accords de libre-échange, dans les accords d'investissement, vous avez clairement des clauses qui vous empêchent de faire ça. Donc ça, c'est une piste. Et, et pour rester un peu dans cette mouvance et faire le lien avec ce que je disais avant sur le numérique, c'est qu'actuellement, avec les accords de libre-échange et la domination du numérique, c'est l'effet contraire. Il se passe vraiment l'effet contraire. On a un accaparement en fait des connaissances et qui va grandir de plus en plus avec l'intelligence artificielle, accaparement par les grosses entreprises de la tech, qu'elles soient chinoises ou française. Donc voilà, donc il y a vraiment un intérêt à réfléchir à comment on organise la tech, la technologie différemment. Parce que qu'on le veuille ou non, maintenant on ne va pas pouvoir faire, faire demi-tour, hein, mis à part si on manque cruellement de ressources au bout d'un moment, mais à l'heure actuelle, enfin, ça va être très compliqué de faire demi-tour. Donc, réfléchissons, et il y a des pistes qui ont déjà été faites, hein, réfléchir comment organiser de manière différente en fait le numérique, d'une manière beaucoup plus démocratique. Il y a un très bon article de Cédric Durand et de Cécilia Ricap dans Le Monde récemment où il parlait d'un numérique des non-alignés, par exemple. Donc ça peut être des pistes. Donc je pense que les pistes, en fait, existent. Il y a la Via Campesina qui travaille sur un modèle alternatif aussi, hein, de libre-échange, enfin de commerce international, pardon, pour l'agriculture. Donc toutes ces pistes, en fait, il y a vraiment des gens très sérieux qui travaillent sur beaucoup de pistes. Maintenant, on en revient toujours à la question de la volonté politique. Et c'est là que je pense que pour Attac et pour les organisations de la mondialisation, enfin de la mondialisation, pardon, les organisations de la société civile et les mouvements sociaux, c'est un enjeu crucial, c'est d'arriver à mettre assez de pression pour que ce soit notre voix qui soit entendue, donc une voix qui va vers plus de coopération, et pas la voie du capitalisme autoritaire de Trump et consorts. Donc voilà, désolé, j'étais un peu long, mais, mais pour moi, c'est vraiment la direction à prendre, la pression politique sur nos dirigeants.
Euh, Ok, il y a Laura qui veut Oui, c'est ça. compléter. Je voudrais juste compléter, puis je vais faire un petit pont aussi avec la question de Claude. Il y en a deux, je vais au moins répondre à la première. Je vais faire un pont. Alors, oui, François, c'est sûr qu'on voit tous ces accords en cours de négociation et que ça peut donner la rage. En tout cas, moi, ça me donne la rage. Enfin, il faut savoir quand même qu'on parle d'un accord avec le Mercosur qui a mis 25 ans avant d'être finalisé. Donc ça, c'est quand même plutôt une bonne nouvelle. Moi, je suis à Bruxelles. Je les croise. En ce moment, je suis dans une ONG belge. Je l'ai croisé il y a pas longtemps, le négociateur en chef. C'est quand même des gens voilà, qui sont extrêmement frustrés parce que ça va vraiment pas assez vite pour eux. Donc, on a quand même des mini-victoires, même si elles sont très petites. Il faut aussi regarder cette partie voilà, de l'histoire, puisqu'en fait, on crée quand même des oppositions. On a toujours quand même un narratif contre le commerce qui percole. C'est très rare, enfin, en tout cas dans les milieux francophones, c'est très rare d'avoir des libre-échangistes convaincus. Enfin, à droite, et encore à droite, ça fonctionne pas toujours. Donc, je pense qu'on a quand même gagné quelques batailles, notamment je pense jusqu'à présent, en tout cas, la bataille du narratif, en tout cas en milieu francophone, on est quand même assez fort, je trouve. Je fais un lien avec ça parce que j'ai parlé du Mercosur et puis on me demande la stratégie des BRICS. Si on a mis 25 ans avec le Mercosur, c'est parce que pendant 2 mandats, on a eu la présidence Lula au Brésil et qu'une des façons pour le Brésil de se développer, en tout cas c'était leur modèle à l'époque, c'était de plutôt se protéger. Donc on avait des droits de douane qui étaient assez élevés pour les importations étrangères et on avait des marchés publics qui étaient assez fermés à tout ce qui est concurrence étrangère. Aujourd'hui encore, donc dans l'accord avec le Mercosur, Lula, par exemple, a réussi à protéger quelque chose qui est un système de cantines bio, où les cantines sont subventionnées pour que les agriculteurs bio et locaux puissent nourrir les enfants brésiliens à des coûts réduits. Donc ça, par exemple, ça a été enlevé de l'accord parce que c'est quelque chose que Lula a voulu conserver. Mais ce que je cherche à vous montrer, c'est que malgré tout, le Brésil a eu, en tout cas pendant une dizaine d'années, cette idée de se protéger pour se développer et donc de ne pas signer d'accord de libre-échange. Et donc c'est pour ça qu'on a un accord qui a mis 25 ans avant d'être finalisé. D'autres pays comme l'Inde, et ça c'est intéressant, aujourd'hui essaient de négocier avec l'Union européenne et une des choses sur lesquelles ça ne fonctionne pas, c'est notamment l'export de produits informatiques et tout ce qui est commerce digital et autres. Parce qu'en fait, l'Inde souhaite venir en Europe pour installer du matériel informatique, des services informatiques et autres, mais souhaite venir avec ses propres ingénieurs et sa propre technologie qui est déjà très avancée. Et là, on voit tout de suite que l'Union européenne n'est pas tout à fait d'accord, alors que l'Union européenne, lorsque nos entreprises multinationales européennes vont à l'étranger, on importe nos cadres, on protège notre technologie, et ça ne nous pose pas de soucis. Mais là, d'un seul coup, quand c'est l'Inde qui demande, on n'est plus d'accord. Et l'Indonésie, elle a fait aussi, donc ce que je vous disais avant, une fermeture des exportations de minerais très peu taxés et non transformés, avec vraiment une volonté de transformer sur le sol. Donc on voit les pays du Sud qui réagissent différemment. L'Inde a aussi beaucoup soutenu son secteur pharmaceutique, et on voit aussi des pays du Sud qui sont, voilà, ce qu'on peut dire multi-alignés. On a tendance parfois à être un peu eurocentré, mais je voudrais quand même rappeler que la guerre en Ukraine, c'est quelque chose dont les Européens entendent beaucoup parler, mais les autres pays comme l'Inde, comme le Brésil ou comme les pays africains continuent à commercer avec la Russie et ça n'a pas forcément eu le même impact dans ces zones-là. Nicolas, il y a une question de Claude là, sur le commerce électronique. Est-ce que c'est compris dans les ALE? Enfin, est-ce que ça fait l'objet de marchandage? Alors la question de Claude, ouais, c'est quelle est l'utilité d'avoir des accords de commerce électronique et est-ce que c'est pas compris dans les ALE déjà, dans les accords de libre-échange? C'est vrai qu'on voit de plus en plus en fait maintenant des accords qui sont sectoriels hein, sur le commerce électronique. Donc par exemple, la Commission européenne a récemment signé un accord avec la Corée sur le commerce numérique. Et il y en a un autre sur Singapour qui devrait être bientôt annoncé. Et donc la question, c'est pourquoi on signe ces accords? Il y a deux choses. Il y a d'une part, c'est beaucoup plus facile à négocier parce que c'est des accords sectoriels. Donc c'est comme si dans les accords de libre-échange, on peut avoir une vingtaine de chapitres ou une trentaine de chapitres qui prennent du temps à être négociés. Là, vous avez juste un volet sur sur le commerce électronique. Donc déjà, c'est plus rapide à négocier. Après, est-ce que c'est inclus dans les accords? Oui et non. Alors oui, dans le sens où c'est inclus dans les accords récents, et notamment les plus récents, les accords les plus récents de l'Union européenne, ou ceux qui sont en cours de négociation, comme ceux avec l'Indonésie, enfin de ce qu'on en a vu, incluent en fait hein, des clauses sur le commerce électronique et l'économie numérique en général.
Donc, on retrouve ces clauses-là. Donc, dans ce cas-là, je doute que l'Union européenne et l'Indonésie, par exemple, se mettent à négocier un accord sur le commerce électronique, parce que c'est inclus dans l'accord de libre-échange. Mais pour la Corée, c'est un accord qui date, alors la date m'échappe exactement, qui date de 1900, pardon, de 2010 ou de 2011, il me semble, à une époque où il n'y avait pas encore de chapitre vraiment sur l'économie numérique et sur le commerce numérique. Donc, on pouvait avoir un peu enfin de clauses les transactions financières et qui sont un peu liées en fait au commerce numérique, parce que les transactions financières se font de façon numérique aussi. Mais on n'avait pas vraiment de chapitre dédié au commerce numérique. Donc, dans le cas de l'Union européenne et de l'Ukraine, pardon, dans le cas de l'Union européenne et de la Corée, non, je voyais écrit Ukraine dans le chat, donc ça m'a un peu perturbé. Donc, dans le cas de l'accord sur le commerce électronique entre l'Union européenne et la Corée, il vient en fait compléter l'accord qui avait déjà été signé qui avait déjà été mis en œuvre en 2010 ou 2011, j'ai plus la date en tête. Laura, vas-y. Non, je vais juste répondre à la question par rapport à l'import ukrainien, faire une petite parenthèse que avec l'Ukraine, on a c'est pas vraiment un traité de commerce qu'on a avec l'Ukraine. C'est des concessions commerciales qu'on a données depuis la guerre, qu'on doit renouveler régulièrement et qui vont être renouvelées notamment au mois de juin sur quel type de concession on fait commerciale à l'Ukraine. Mais c'est pas un accord en soi qui a été justement débattu au Parlement européen ou autre. C'est vraiment des concessions qui se font au niveau du ministre du Commerce et qui sont en général annuelles. Et c'est vraiment un gros débat en effet. Il n'y a plus de questions. N'hésitez pas hein, à intervenir dans le débat si vous avez des questions à poser. Marie-Paul. Ouais, du coup, à vous écouter, c'est quand même hyper compliqué. Il y a les accords de libre-échange, il y a les accords sectoriels, les accords comme avec les pays en développement, les concessions commerciales. Bon, c'est vrai qu'on se focalise, nous, enfin, en tant qu'association militante qui luttons contre, pour nous, on connaît que les accords de libre-échange, quoi. Est-ce qu'il faudrait pas étendre un petit peu nos connaissances autour de tout ça, ou est-ce qu'on n'a aucun poids là-dessus et que du coup, ça vaut pas le coup, quoi. Voilà, ma question. Laura ou Nicolas? Moi, je pense que ce qui vaut le coup, c'est de dénoncer voilà, la fausse politique du libre-échange, parce qu'à nouveau, il n'est pas très libre. C'est de continuer à dénoncer aussi, je pense, tout ce qui est perdant et gagnant. Parce qu'en fait, moi, ce que je vois souvent, c'est des conversations hyper techniques sur le commerce. Et du coup, quand on repolitise et qu'on réexplique bien qui gagne et qui perd dans ces traités de libre-échange, c'est quand même quelque chose de très important. Alors, c'est vrai qu'après, si on va dans le technique, ça devient compliqué et autres. Mais il y a toujours un chapeau politique qu'il faut garder en tête. On est sur des accords de libre-échange au bénéfice des multinationales européennes, au détriment des peuples dans les pays du Sud et de l'environnement. Et ça, que ça soit un accord sectoriel, un accord de libre-échange, des concessions commerciales, on reste sur la même politique commerciale et en fait, c'est ça qui compte en fait, c'est de bien comprendre et de bien faire comprendre qu'on perd, nous, et qu'on fait perdre beaucoup aussi à la planète entière. Et peut-être pour compléter ce que vient de dire Laura, c'est que c'est vrai que les accords de libre-échange ont été un outil à une époque, ils le sont encore maintenant, mais on voit comme l'OMC a perdu un peu de sa superbe, entre guillemets, au début des années 2000, les accords de libre-échange aussi, on en signe encore beaucoup, mais on pourrait penser que dans les années à venir, commence à être de moins en moins négocié et qu'on aurait de plus en plus des accords sectoriels, etc., parce que ça sera plus facile à négocier, il y aura moins d'opposition, etc., etc. Et c'est là l'enjeu pour moi, c'est comment finalement réfléchir au commerce, euh, pas seulement en termes d'accords de libre-échange, mais dans sa globalité, et aussi comment en fait on lie le commerce avec le reste. Et c'est là que ça devient intéressant, enfin, intéressant en termes de lutte, c'est-à-dire juste de parler de commerce maintenant sans faire le lien avec la transition énergétique, sans faire le lien avec la crise climatique, sans faire le lien avec la crise du numérique, enfin la révolution numérique
Et toutes ces choses, en fait, c'est pas intéressant. Enfin, c'est pas que c'est pas intéressant, c'est intéressant pour les geeks un peu comme Laura et moi, mais, euh, mais je pense que d'un point de vue politique, ça ne l'est pas, en fait. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est vraiment de regarder le monde dans sa globalité, où est-ce qu'on en est, où va l'économie mondiale, où va la politique mondiale et quel rôle le commerce va jouer, quoi. Et c'est vrai qu'on parlait d'extrême droite actuellement. Historiquement, enfin, le capital s'est toujours rallié en fait à l'extrême droite, hein. Enfin, où l'extrême droite a toujours été de mèche avec le grand capital. Et vous prenez tous les grands régimes d'extrême droite, euh, les historiques, hein, que ce soit l'Allemagne nazie, que ce soit Pinochet, etc., c'est quand même des régimes qui ont été main dans la main avec le grand capital. Pierre, tu veux poser une question? Oui, C'est à merci. toi. D'abord, je suis tout à fait d'accord avec ce que disait Laura, que c'est sur le côté politique, plus que sur le côté commerce qui existait. Le problème, c'est que la, la population et le débat politique, surtout au travers enfin, des médias, hein, et ce qu'on sert à la population, c'est un débat principalement sur les égos et sur les petites, les petites discussions politiques. Et je pense que les vrais problèmes politiques sont vraiment mis sous le tapis, quoi, hein, au travers de l'information, de l'information qui est faite dans tous nos pays. Et les gens se désintéressent du politique, justement, au sens du politique au sens noble du terme parce qu'ils sont abreuvés par des petites anecdotes que nous servent les médias à tour de journée, quoi, hein. Moi, ma question que je voulais poser, c'était concernant le problème des libres-échanges concernant les services informatiques et puis le commerce électronique. Parce que la question que je poserais, c'est on comprend effectivement que l'Europe et le Mercosur, enfin l'Europe et l'Amérique du Sud vont faire un accord avec certains pays dans le cadre du Mercosur. Et là, on a deux endroits qui sont géographiquement bien distincts. Le commerce électronique, lui, il est virtuel et il n'a pas de frontières, je dirais, au niveau géographique, au niveau et donc comment ça se base, je dirais, un accord de libre-échange? Il y a un accord sur les échanges, sachant que sachant que le commerce électronique, il est complètement il est pas localisé, quoi, hein. Les grandes entreprises transnationales américaines qui actuellement actuellement je dirais, sont les leaders de loin, je dirais, sur toute cette industrie électronique, eh bien, elle est mondialisée, quoi. Et donc, par rapport à ça, comment se situe le libre-échange, quoi. Voilà, merci. Nicolas, peut-être pour répondre. Oui, alors déjà, c'est vrai que il n'y a pas, il n'y a pas que le commerce numérique qui est un peu, qui est un peu un bien qu'on ne peut pas prendre dans ses mains. Il y a beaucoup, comme Laura parlait des services financiers tout à l'heure, des assurances, etc. Donc il y a déjà beaucoup en fait hein, d'aspects du commerce international qui n'est pas comme des chaussures ou des voitures ou du bœuf. Après, après, sur le commerce, enfin, est-ce que tu peux répéter? Désolé, en fait, je suis parti, j'ai oublié la question. Est-ce que tu peux juste me répéter la fin? Parce que je suis parti dans dans quelque chose Oui. et du coup, j'ai oublié ta question, excuse-moi. En fin de compte, le fond de ma question, c'est que les accords de libre-échange, ils organisent des dépendances interpays, quoi. Interzones, quoi. Et c'est en créant ces dépendances-là que les grands acteurs du capitalisme arrivent à soutirer et à extraire les valeurs ajoutées sur lesquelles ils se sont ils se sont positionnés, quoi. Et,
Et donc, sur l'électronique, il y a pas de frontière, je dirais. Donc, au niveau des accords de libre-échange, comment est-ce qu'on peut, comment est-ce que l'on peut légiférer, je dirais, sur des échanges via le commerce électronique et via l'Internet, Ok, via la puissance des sociétés du numérique. d'accord, ok, ouais. Je vois le sens de la question. Oui, oui, non, mais c'est vrai que le commerce numérique est très particulier. Après, au niveau de... Alors, c'est vrai que sur les interdépendances, tu as parfaitement raison. Après, très souvent, ces interdépendances euh, étaient quand même sous une certaine domination, on va dire. Donc, effectivement, on est interdépendant, mais il y a toujours eu un acteur quand même qui était plus important que l'autre dans ces interdépendances. Et sur le commerce numérique, précisément, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, je pense que tout type de réglementation, en fait, peut impacter l'économie numérique. C'est-à-dire, enfin, tout type, c'est-à-dire que tout gouvernement peut mettre en place des normes telles que, enfin, des règlements tels que, je parlais tout à l'heure de mettre des freins sur la libre circulation des données, par exemple. Je veux dire, il y a un exemple très connu de Google qui avait investi enfin plutôt, je devrais dire que le système de sécurité sociale anglais, hein, la NHS, qui s'était servi d'une des filiales de Google pour héberger des données sensibles de certains de ses patients, même si Google avait promis que les données resteraient localisées, qu'elles n'iraient pas sur ses serveurs et tout, et les données sont parties sur les serveurs de Google quand même. Donc ça, c'est quelque chose qui pourrait être clairement empêché. On pourrait interdire en fait on pourrait interdire les transferts des transferts de données transfrontaliers non régulés, en fait. On pourrait imposer aux multinationales, on pourrait avoir des serveurs. Alors, je dis pas que je ne veux pas avoir un débat sur l'économie numérique et est-ce qu'on veut avoir des gros data centers sur place, est-ce qu'on veut avoir des serveurs, etc. Ça, c'est encore un autre débat, mais là, je parle vraiment vu le- le- l'état actuel de l'économie numérique, on pourrait décider justement de localiser les données sur notre territoire. Comme ça, il y aura un contrôle beaucoup plus démocratique étatique sur ces données. Donc ça, c'est une chose. Sur la taxation, par exemple, l'imposition des transactions numériques. Actuellement, vous avez un moratoire qui existe depuis une trentaine d'années, hein, qui a été mis en place dans le cadre de l'OMC à la fin des années 90, qui portait sur la non-imposition. Donc c'est un moratoire sur l'imposition des transactions électroniques. Sachant qu'à la fin des années 90, l'économie numérique, c'est pas celle de maintenant. Donc, on a mis en place ce moratoire qui est renouvelé depuis une trentaine d'années, un peu moins de 30 ans maintenant, et qui a été élargi en fait à tout type de transactions électroniques. Donc, ça fait qu'ils n'avaient aucune imposition sur toute transaction électronique, que ce soit aussi bien, bah, ça peut être de l'échange du transfert de données, mais ça peut être aussi de l'achat de livres électroniques, par exemple. Et ça, c'est quelque chose qui peut clairement être mis en place, imposer en fait un peu plus les transactions électroniques qui sont faites donc dans le cadre du commerce transfrontalier électronique. Euh, donc ça, c'est des pistes. Après, on peut encore continuer. Tout à l'heure, j'ai cité un article, enfin une tribune qui était sur Le Monde là, de Cédric Durand et Cécile Recap sur comment euh, faire une sorte de protectionnisme numérique des non-alignés et développer pas une industrie parallèle, mais une industrie, enfin, si, en quelque sorte, une sorte d'industrie numérique qui serait basée sur sur peut-être pas d'autres valeurs, hein, on va pas être trop utopique ce soir, mais en tout cas qui serait beaucoup plus régulée et sur laquelle il y aurait un contrôle démocratique beaucoup plus fort. Voilà, ça, serait une première étape. Sans faire une révolution, je dis on va pas partir sur l'utopie tout de suite, mais déjà, toutes ces mesures, c'est des mesures concrètes qu'on pourrait mettre en place. Et d'ailleurs, l'Union européenne, pourtant, qu'on considère nous comme très laxiste, elle est considérée par l'administration américaine comme beaucoup trop interventionniste. Et même si nous, on trouve ça assez ridicule, mais
Actuellement, vous avez l'administration Trump qui menace l'Union européenne de représailles, parce qu'elle trouve que l'Union européenne régule beaucoup trop les compagnies de la big tech, alors que honnêtement, on ne peut pas dire que ce soit une régulation très très approfondie. Mais cela montre vraiment l'enjeu. C'est que si on veut en quelque sorte taper là où ça fait mal, entre guillemets, sur l'économie numérique, il faut s'attaquer à ça. Il faut s'attaquer à la libre circulation des données. Il faut s'attaquer à l'imposition et il faut s'attaquer à l'accaparement des connaissances, en fait. C'est vraiment ces enjeux-là, en fait. Et avoir, bien sûr, un contrôle beaucoup plus démocratique sur ce qui se passe. Actuellement, le problème, c'est que l'industrie du numérique, et j'arrêterai là, euh, se développe de manière tellement démesurée, en fait, tellement vite, va tellement vite le développement que la plupart des gouvernements sont complètement perdus parce qu'ils ne savent même pas, eux, ce qui se passe au sein de ces entreprises et où en est où en est l'évolution, où en est le développement des nouvelles technologies. Et tiens, un autre, c'est pas de moi, hein, mais un autre volet qui est aussi développé par certains, dans le cadre de ce que je disais tout à l'heure, cette espèce de sorte de protectionnisme numérique, c'est d'imposer, de mettre des représentants du gouvernement dans les conseils d'administration des entreprises du numérique. Voilà, c'est quelque chose qui existait à une époque, hein, pas dans le numérique, mais dans d'autres industries. Voilà, de faire en sorte que le gouvernement soit présent dans les conseils d'administration de ces entreprises pour avoir justement une vue, savoir ce qui s'y passe et pouvoir donc avoir un contrôle ou avoir son mot à dire les nouvelles technologies et voilà. Donc j'espère que ça a répondu à ta question. Oui, oui, merci. Non, mais c'est parce que effectivement, là, il y a une telle hégémonie, je dirais, des entreprises américaines au niveau du numérique, on est complètement dépendant d'eux. Alors maintenant, ils sont aussi dépendants de nos populations, et on a des populations qui sont très importantes et qui fournissent aussi et qui fournissent aussi leur bed and breakfast, qui fournissent aussi leur chiffre d'affaires, hein, publicitaire en particulier, quoi, hein. Donc ils sont dépendants vis-à-vis de notre population et des populations européennes, quoi. Mais au niveau des entreprises, on n'a aucun leader européen qui est capable d'affronter enfin, de compétiter sur les entreprises américaines, quoi, actuellement. Ok. Et il y avait une question dans le chat, je ne sais pas si on a répondu à celle-ci, c'est Claude qui posait la question de la stratégie des BRICS est-ce qu'il y en a une d'ailleurs commune actuellement? Est-ce que les BRICS finalement existent collectivement, quoi? Mais je vais en profiter parce que je pense avoir répondu en donnant les trois exemples que je connaissais avec Brésil, Inde, l'Indonésie. Et je vais en profiter pour vous dire au revoir parce que je dois y aller. Et n'hésitez pas à travers voilà, Nicolas ou Stéphane si jamais vous avez plus de questions. Et merci. Merci Laura de ta participation. À bientôt. Bah, du coup, je vais essayer de répondre. Alors, en fait, là, on est actuellement au début d'un processus, hein, en quelque sorte, et c'est enfin, l'article que j'ai partagé un peu plus tôt, on en parle un peu de ça. Et donc, on n'a pas encore comment dire, de vision claire, hein, sur ce qui va se passer. Les BRICS, c'est pas un bloc uniforme. Vous avez la Chine et l'Inde, par exemple, qui sont pas forcément des alliés naturels, on va dire. Mais c'est un bloc qui veut exister en dehors de l'hégémonie des États-Unis et qui apparaît de plus en plus séduisant, on va dire, pour certains pays, notamment certains pays du Sud, parce que, bon, il faut le dire, hein, le capitalisme néolibéral, enfin, la mondialisation néolibérale telle qu'elle a été mise en avant par les États-Unis a montré ses limites. On l'a déjà vu avec la crise des subprimes. Et on l'a vu encore plus avec le Covid, par exemple. Donc, on voit vraiment les limites de cette mondialisation. Et l'enjeu Alors, j'ai pas de boule de cristal, je déteste faire comment dire, de prédire le futur, hein. Je suis beaucoup plus à l'aise à analyser le passé.
mais ce qui semble se jouer quand même, et c'est pour ça que je pense que entre autres les États-Unis sont tellement agressifs, c'est une sorte de nouvelle mondialisation euh, qui pourrait en fait, je ne vais pas dire qu'il va passer sous le contrôle des BRICS ou le contrôle de la Chine ou de la Russie, etc. Mais en tout cas d'autres règles qui vont être mises en avant, qui ne sont pas celles des Américains en fait, ou des Européens. Mais bon, les Européens, ils suivent les Américains. Et l'enjeu est là, c'est ce qui fait peur, je pense, les États-Unis, c'est qu'on pourrait avoir justement une fragmentation du monde et la fin de cette hégémonie américaine. Et c'est pour ça que voilà, les États-Unis ils veulent en terminer avec la guerre d'Ukraine, ils veulent en terminer avec le Moyen-Orient, quitte à à jouer la carte de la Russie pour vraiment s'attaquer à la Chine. Et donc voilà, donc ça c'est vraiment, je pense, l'enjeu enfin, ce qui va se jouer dans les, euh, dans l'avenir. Ok, merci pour cette prospective et cette analyse. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions dans le chat. N'hésitez pas à intervenir. S'il n'y a pas d'autres questions, on va clore le webinaire de formation. Peut-être je vais juste répondre au Vas-y. commentaire d'Emmanuel qui dit que la présence des gouvernements dans les CA des entreprises du numérique n'est un moyen enfin, Bah n'est un oui, moyen que si les formes de gouvernement sont effectivement démocratiques. Bien sûr, exactement. Si, c'est pour ça que je parlais aussi de volonté politique. Il faut une véritable volonté politique d'un système beaucoup plus démocratique. Mais dans l'état actuel des choses, vous mettez un représentant du gouvernement de Trump au sein des entreprises de Musk ou de Zuckerberg ou un membre du gouvernement de Macron, ça ne va pas changer grand-chose. effectivement. Oui, donc s'il n'y a pas d'autres interventions, questions, je propose de clore ce webinaire. Donc, vous pouvez toujours retrouver nos analyses sur à moins que Claude veut s'exprimer. Bon. Euh, euh, pour retrouver nos informations, enfin les informations sur les ALE sur le site d'Attaque France et sur le site bilaterals.org, celui que anime Nicolas. Euh, on a prévu, en tout cas cette année au sein d'Attaque, c'est d'informer, de continuer à informer et éventuellement de mobiliser autour des accords de libre-échange. Donc, on espère qu'à la prochaine formation, on sera plus nombreux pour informer davantage, diffuser l'information et proposer, pourquoi pas, des mobilisations. En tout cas, on- on sait qu'il va falloir agir hein, encore prochainement si on veut mettre en échec certains accords, notamment le Mercosur, sans doute dès la fin de l'année. Il va falloir qu'on mobilise. Donc, tout reste à faire. Et puis, imaginer une autre mondialisation, bah, c'est un peu le cœur et le créneau d'attaque depuis plus de 25 ans. Donc, c'est aussi à nous d'imaginer cette autre mondialisation, cet autre commerce possible basé sur la coopération et qui servira plutôt les intérêts, évidemment, des peuples plutôt que celles des multinationales. Un mot de conclusion, Nicolas, peut-être? Bon, je vais juste remercier toutes celles et ceux qui ont participé et j'espère que cela a été informatif et je vous souhaite à tous une bonne soirée. Eh bien, merci bien. Bonne soirée à tout le monde. Et donc, à la prochaine pour une nouvelle session.